Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos, 2 heures avec vous, 1 heure avec Gilles Gansman, bonjour. Oui, bonjour. Et avec Philippe Gueluc, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. La rumba du chat. La rumba du chat. La rumba du chat, c'est le 22e album, c'est ça? Déjà, oui. Déjà, comme du le chat. temps a passé. C'est pareil chez Casterman. On va en parler. Il est très peu politiquement correct, ce chat. C'est pour ça qu'on l'aime. On va en parler avec vous il a un dans costume un jaune, instant. Oui, il a un costume jaune. Mais il y a un hommage aux gilets jaunes. Il y a Johnny, il y a Absolument. John Lennon. Oui, jaune Lennon. Fitzgerald Kennedy. Voilà, et ils sont nombreux à lui rendre hommage. Et la marque jaune, évidemment, qui lui rendent tous hommage depuis là-haut, à ce mouvement qui est né il y a un an. Il y a tout juste un an, voilà. oui. Enfin, bientôt un an. On va en reparler avec vous. Est-ce que vous regardez la télé, Philippe Gueluc? Peu, mais à bon escient. C'est-à-dire? Pourquoi? Précisez votre question. Non, qu'est-ce que vous avez regardé? Parce qu'on est un peu une émission média, donc on va vous poser des questions sur la télé. Est-ce que vous avez regardé la télé hier? Non, je devais visionner un truc pour une émission que je fais dans quelques jours, donc j'ai pas regardé la télé. Mais racontez-moi. Mais non, je sais non, un peu ce qui s'est passé. J'écoute surtout la radio, voilà, ah oui. pour vous dire. Mais vous vivez en Belgique? Oui. D'accord. Ils ont la télé, vous savez, la Nous main. avons le câble, Vous bien avez sûr. la Nous télé. avons même des chaînes nationales et tout. Ils ont créé une chaîne d'infos en continu, mais avec l'actualité belge, c'est déjà que c'est pas passionnant. En résumé, le soir, mais alors 24 heures sur 24, ça fait long, c'est pesant. Vous avez des émissions sympas en Belgique? Bien sûr. Alors, mais moi, je suis né à la télévision en Belgique en 79, même 78, j'ai commencé à faire des choses. J'étais comédien à l'époque, et puis on avait une liberté de ton absolument phénoménale. J'ai fait des émissions pour les enfants au quotidien. C'était un peu du Monty Python pour les enfants, et on s'est rendu compte qu'on avait cette liberté parce que la direction, à cette heure-là, c'est-à-dire 17h30, 18h, prenait l'apéro. Ils étaient en général à moitié bourrés déjà et qui ne regardaient pas notre programme. Et donc, ils nous ont laissé faire. On a fait ça pendant 5 ans, c'était fabuleux. Non, il y a des émissions formidables. Il y a Cactus sur la RTBF. Le Grand Cactus, qui est très drôle. Ça n'a pas l'air d'être votre... Oui, enfin, donc je trouve qu'il y a des hauts et des bas, mais il y a... Je ne trouve pas que la télévision belge soit dans sa meilleure période. Mais en général, les télévisions ne sont pas dans leur meilleure période. En ce moment, non. Le monde est-il dans sa meilleure période? Non, allongez-vous, je crois que tout est à l'avenant. Hier soir à la télévision, il y avait L'amour est dans le pré. Vous avez déjà regardé? Oui, j'ai déjà regardé. Pour être tout à fait honnête, j'ai regardé quelques minutes. D'accord. Parce que j'essaye d'avoir tout vu pour avoir un avis, ne fût-ce que imparfait, mais au moins un avis surtout. Oui, ça a fait un très gros score. Très gros score hier, c'est arrivé en tête des audiences, 3 878 000 téléspectateurs, 16,4% de part de marché. C'est 200 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière, qui est donc pour M6, qui arrive nettement en tête des audiences. Deuxième position pour TF1 avec le téléfilm Itinéraire d'une maman braqueuse, 3 615 000 téléspectateurs, 15,2% de part de marché. C'est 70 000 de moins, c'est pas un très bon score pour cette fiction. Et puis, troisième position pour France 2, 2 355 000 téléspectateurs, 10% de part de marché. Pour la rediffusion du téléfilm Piège Blanc, ça a moins bien marché que la semaine dernière. Donc voilà les audiences d'hier. Qu'avez-vous regardé, vous, à la télévision hier? On a en ligne avec nous des auditeurs qui nous appellent au 0800 26 300 300. C'est Rose qui est en ligne. Bonjour Rose. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Alors, il faudrait que vous baissiez un petit peu votre poste de radio. Qu'est-ce que vous avez regardé, vous, hier? Alors, écoutez, moi, j'ai regardé donc un petit bout de L'amour est dans le pré, comme vous l'aviez annoncé juste avant. Et donc, j'ai suivi les aventures de 2 couples. D'accord. Laurent et Maud, et Jean-Michel et Christine. D'accord. Et c'était un moment fort agréable. Alors, ce que j'aime dans cette émission, c'est de voir l'amour naissant chez les candidats. C'est vraiment quelque chose de touchant. Vous marchez à fond, quoi. Vous êtes... je marche à fond. Oui. Oui. En tout cas, ça me touche. Ça vous touche parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et puis le monde agricole me touche parce que je suis aussi originaire, j'ai des origines agricoles. Voilà, ce sont 2 éléments qui me... Bon, faut écrire. Très bien. Envoyez votre candidature. Merci beaucoup, Rose. On a Isabelle qui a également regardé L'amour est dans le pré. C'est ça? Bonjour Isabelle. De radio. Bonjour à vous. Mais moi hier, j'ai pas trop regardé L'amour est dans le pré. Non, j'ai plutôt basculé sur Itinéraire d'une maman braqueuse. Sur TF1. Sur TF1 et
le sujet, il traite de beaucoup de choses, au sens où dans la société dans laquelle on vit actuelle, il y a énormément de lacunes pour tout ce qui est niveau travail, niveau financier. Et je me retrouve aussi par rapport à ça, au sens où non, je suis pas braqueuse. Oui, ne faites pas de bêtises. Mais sur les difficultés, ce sont les sujets qui sont évoqués. Difficultés d'une femme qui se retrouve sans argent, enfin, totalement démunie et qui décide de commettre un braquage. Donc il y avait un documentaire derrière qui expliquait un petit peu ces difficultés. Et on parle assez peu des femmes qui sont dans le désarroi et dans le dénuement. C'est ce que vous avez, vous, ressenti en regardant ça hier? Exactement, et on n'en parle pas assez souvent, et c'est vrai que les mères isolées, malheureusement, elles ont, non seulement elles sont mères, mais elles ont aussi ce souci par rapport au travail, par rapport aux enfants, et moi c'est quelque chose qui fait beaucoup écho à mon histoire personnelle, parce que je suis également maman isolée, et je peux comprendre la détresse de certaines, sans pour autant cautionner ce qui est les encourager à faire ce que la dame a fait, mais par contre je peux énormément entendre leur douleur et leur colère. Alors, Philippe Gueluc, vous voulez réagir ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, et si j'avais regardé la télé, j'aurais fait comme vous, parce que je trouve le sujet absolument passionnant. Ouais. Et c'est vrai que quand on est, quand on ne sait plus quoi faire, quand on est complètement acculé. J'ai d'ailleurs un dessin dans La Robin du Chat qui évoque le sujet et qui dit quand un pauvre vole un riche, quand un pauvre vole un riche, c'est un délit. Quand les riches volent les pauvres, c'est un système économique. Ouais. Et on est en plein là-dedans. Ouais. Et saluons, et c'est pour ça aussi que je salue le mouvement des Gilets jaunes pour leur premier anniversaire. Ouais. Parce que j'ai tellement compris le désarroi des gens. Enfin, ces dames que nous avons au téléphone, qui doivent élever un enfant, et d'autres doivent en élever plusieurs, font un métier d'infirmière ou d'institutrice, ou que sais-je, des métiers fondamentaux pour notre société, sont payés des rondes carottes, et je ne sais pas comment ils font. C'est comme ça qu'est parti le mouvement des Gilets jaunes. Absolument. Ce sont des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas... qui bossent comme des gueux, qui se lèvent à l'aube, qui se couchent à pas d'heure, et qui essayent de rendre la vie la plus belle possible à leur môme, c'est leur devoir et c'est leur honneur, et puis les castes supérieures de la société les méprisent, ne les entendent pas, alors que toutes les solutions sont là, que l'argent est là, simplement il est pris en otage par certains, et ça m'insupporte. Vous n'avez pas défilé ? Pardon ? Vous auriez pu défiler ? Oui, bien sûr, mais je suis très défileur. Je marche pour le climat, je marche pour les inégalités, je marche pour défendre l'enseignement, le service public, etc. Je suis très marcheur. Très marcheur. Merci en tout cas, merci Isabelle de votre appel et de votre témoignage. On va passer au zapping ? Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie et Philippe, c'est l'info surprenante d'hier. Un séisme en France, un séisme de 5,4 sur l'échelle de Richter à Trey, en Ardèche. Sur BFM, le maire de la ville confiait qu'il y a eu de nombreuses destructions et de nombreux dégâts. Il y a une trentaine de maisons qui ont été détruites et puis une bonne centaine qui ont de gros dégâts et pour lesquels il faudra des réparations lourdes. Nos deux églises, donc les deux clochers menacent de s'effondrer. Un toit d'une église est passé à travers. Le deuxième étage de la mairie n'est plus accessible parce que des plafonds sont tombés. Hier, Emmanuel Macron inaugurait le monument aux morts en opération exceptionnelle. L'occasion pour France 2 de diffuser les témoignages de veuves, comme celui de Florence Charton. J'ai appris tellement de choses après son départ. Il avait ce tempérament de guerrier, il demandait toujours à être devant, qui n'hésitait pas à porter son groupe, à soutenir tout le monde. Il était toujours confiant de ce qu'il faisait et il adorait les super-héros, les Marvel. Donc on adorait aller au cinéma tous les deux. Et on s'est dit, mais en fait le super-héros on l'avait à la maison, mais sans le savoir. Une polémique qui enfle depuis dimanche, des étoiles jaunes durant la manif contre l'islamophobie, et en particulier un enfant l'arborant aux côtés de la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa. Quotidien a été interrogé hier. C'est maladroit, mais il n'y a pas de mal à ça en soi. Que les musulmans qu'on traite d'antisémites s'identifient aux souffrances des Juifs, moi je dirais que ce n'est pas mal déjà. D'accord ? Et ce n'est pas un acte antisémite. Vous savez, parfois quand je me réveille, je me dis heureusement que je ne suis pas musulmane. Parce que chaque matin, il y a quelque chose pour vous montrer du doigt. Et c'était le cas des Juifs dans les années noires.
Excite Patrick Sébastien sur France 2 pour le 31. La chaîne a décidé de faire appel à son trio de l'après-midi, Sophie Davant, Daphné Burki, Faustine Bollard, pour sa dernière soirée de l'année. Eh ben, ça a bien fait rire Cyril Hanouna dans TPMP. Il s'est pas gêné pour le dire. J'adore Faustine Bollard et Daphné Burki, mais il y a une taulière, c'est Sophie Davant, on va pas mentir. Et puis les deux, elles seront à côté en appoint. Quand on en met plusieurs, c'est qu'il y a un problème, de toute façon. Ah, bien sûr. Alors, je vais vous dire, 3 numéros 2 ne feront jamais le numéro 1. Ça, c'est clair. L'émission s'appellera La chanson française, fête son 31. Et je vous dis, est-ce que ça, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Ils vont faire quoi? Ils vont passer que des chansons? Bah non, vous savez, c'est la fête de la chanson française, ils vont être sur scène, et puis ils vont dire, allez, tout de suite, c'est Calogero, et puis après, c'est Matt Pokora, et puis après, c'est ma mère en slip. Voilà. Bon, je ne regarde pas France 2 le 31. Il y a de tout dans le zapping. Esther Benbassa, ça vous fait réagir ce qu'elle... Bah oui, je suis très très mal à l'aise, comme tout le monde, face à tout ça. Je pense... enfin, moi, je peux revendiquer que je suis clairement islamistophobe. C'est un terme qu'on n'emploie pas beaucoup et qui dit tout, je trouve. Évidemment, je suis pas islamophobe. Évidemment, je suis le type le moins raciste du monde. Évidemment, je pense qu'on peut vivre tous ensemble. Mais vivre ensemble, ça veut dire accepter l'autre, évidemment, mais c'est aussi ne pas envoyer à l'autre des signes négatifs, des signes désagréables. Et il faudrait que tout le monde y réfléchisse. Là, la justification d'Esther Benbassa, enfin, je pense qu'on va y revenir, nous, à 11h, et pour le moins étonnante et curieuse, quoi. Oui, je trouve qu'il y a des choses qu'il faut pas mélanger. Alors, ce chat, il est pas... Voilà, revenons sans transition. Oui, voilà, non, mais sans parce transition. que le chat, il est pas vegan, ça c'est moins qu'on puisse dire. Vous en connaissez des chats qui sont véganes, vous? Non, non, pas vraiment, c'est vrai. Il aime pas trop la religion non plus. Non, vous connaissez, vous, des animaux qui se prosternent devant... Il est un peu obsédé sexuel, mais ça, c'est normal aussi. Vous en connaissez qui ne le sont pas. Il y a du Raymond DeVos dans vos dessins. Il y a de l'absurde, il y a de l'humour noir, et ça fait du bien. Et ce sont vraiment des éclats de rire. Moi, j'adore les gravures revisitées. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de limite, en fait, dans vos dessins. Non. J'imagine qu'on vous pose souvent la question. Je sais que vous allez participer à une émission sur LCI, j'ai entendu ça ce matin à la radio. Demain, avec est-ce que toutes les opinions sont bonnes à dire? Est-ce qu'on peut s'exprimer? Vous n'avez pas peur? C'est-à-dire que je me suis dit que pourquoi je me mettrais des limites? Il n'y en a pas dans ma tête. Enfin, s'il y en a une, c'est d'essayer de ne blesser personne. Je pense que j'y arrive à rire de tout sans blesser personne. Enfin, si je dois blesser si j'ai pu faire des dessins sur les djihadistes et je leur demande pardon si je les ai vexés, mais enfin, je trouve que... Vous leur demandez pardon? Voilà, ce qui nous fait en retour vaut quelques dessins. Oui. La femme en burqa, en niqab, qui se remouche dans sa burqa dans sa saleté de rube. Oui, alors c'est une vraie question que je me pose. Comment font-elles, les pauvres? Mais et puis comment font-elles aussi, si elles vont au restaurant, comment font-elles pour manger? Est-ce qu'elles doivent passer la fourchette par en dessous du vêtement? Vous les avez jamais vues? Si, quand on va, on les voit, elles soulèvent et elles mangent dessous. Mais là, mais c'est vrai que la religion, toutes les religions méritent le sarcasme, parce que j'ai l'impression que depuis des siècles et des millénaires, on se fout un petit peu de notre gueule avec ces sujets. Enfin, on a fait croire, la religion a quand même toujours été un instrument proche d'un pouvoir pour faire croire aux gens qu'un au-delà existait et leur faire accepter de subir les pires vicissitudes dans cette vie terrestre en leur disant mais après ça ira beaucoup mieux. C'est vraiment du foutage de gueule, c'est une publicité mensongère. Et je trouve que voilà, c'est mon rôle aussi de dire... Voilà, c'est bien pratique d'avoir le chat pour parler à votre place. Oui, enfin, oui, c'est vrai. Je peux dire, lui, il n'existe pas vraiment, donc on peut pas lui faire de procès. Mais enfin, ils savent aussi qu'il y a un type derrière le chat et que lui, on peut lui faire des reproches. Mais vous appelleriez à la censure si vous aviez un procès pour tel ou tel propos. Oui, alors j'en ai jamais eu. Vous n'avez jamais eu? J'ai pas eu de menaces, j'ai pas eu de... Mais au contraire, plutôt des mots d'encouragement pour dire on sent que vous aimez les gens, que vous avez envie de défendre les faibles. Il y a de la tendresse, il y a beaucoup de tendresse. Effectivement, cette phrase je l'avais relevée, ce dessin où vous dites quand un pauvre vole, c'est un délit, quand des riches volent les pauvres, c'est un système. Il y a aussi des choses qui sont tout à fait d'actualité. C'est impossible pour un enfant de dire s'il aime mieux son papa ou s'il aime mieux sa maman. Avec le mariage pour tous et l'adoption par les couples homo, c'est plus confortable. Dis donc, bonhomme, tu préfères ton papa ou ton papa?
Oui. Voilà, ça dit beaucoup de choses avec beaucoup d'humour. Et je crois qu'à chaque fois, ça dit aussi clairement de quel côté je me trouve dans le débat. C'est-à-dire que je suis inévitablement, ça me vient peut-être de mon enfance et de parents qui étaient militants communistes et qui étaient épris de liberté, même s'ils ont foncé droit dans le mur dans un système qui était un cul-de-sac. Mais après, ils ont réagi, ils sont devenus écologistes et ils ont toujours été épris d'égalité, de liberté. Ils rêvaient d'un monde pacifique et meilleur. Et donc, moi, ça me reste chevillé au corps. Donc, je serai toujours aux côtés des plus démunis, des gens qui souffrent, des gens bafoués. À côté de ça, il y a beaucoup de gens qui vous ont reproché de faire un business à la Tintin avec le chat. Il y a des langues de chat, il y a des tableaux, il y a des blousons. Enfin, il y a plein d'objets dérivés. Comment vous mélangez ce business et apparemment tout ce qu'on entend sur ce que vous dites sur l'argent, sur vos parents communistes. Alors d'abord, il n'y a pas de blouson. Hein. Il y a des tableaux. Il y a des t-shirts. Oui, il y a quelques t-shirts. En fait, si vous regardez, que ce soit Tintin, Spirou ou Marvel, ils ont des milliers de produits dérivés. Moi, je dois en avoir 15 en tout. Alors, c'est un business certainement, parce qu'aussi je suis entouré d'une série de collaborateurs qui gèrent l'un les relations avec l'éditeur, les galeries, l'autre l'internet, etc. Donc j'ai créé 7 emplois à temps plein que je rémunère. Donc il faut évidemment pourvoir à la caisse de la société pour payer tout le monde. L'enregistrement personnel ne m'intéresse pas, je vous le promets. Je vis de la même façon qu'il y a 30 ans, mais c'est vrai que mon activité artistique de créateur m'a rapporté pas mal d'argent. Je vis confortablement grâce à ça. Et je vous promets aussi qu'au début, quand j'ai eu vraiment des rentrées importantes, j'ai à peine osé dire à mes parents qu'on avait acheté un immeuble à Bruxelles parce que je me dis ça va être contre leurs convictions. Et puis finalement, je leur ai dit, évidemment, c'était pas honteux non plus. Et ils étaient tellement heureux pour nous en disant ça va vous mettre à l'abri pour l'avenir. Ce que je fais aussi, c'est que je participe à 45, on a compté, 45 actions solidaires tout au long de l'année, en versant de l'argent, en donnant du temps, en offrant des œuvres, en alertant les médias, et en animant des galas de trucs. Donc voilà, je redonne énormément de ce que je récolte. Alors, moi, je veux qu'on revienne au livre, encore une fois, c'est vraiment très, 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 très drôle. Mais c'est à la fois drôle, c'est philosophique, et puis on sent, alors je parlais du vegan, alors évidemment, vous me répondez, le chat, il est pas vegan, mais par exemple, ce chat qui est à table et qui dit « Le malheureux cochon dont je m'apprête à manger une côtelette a fait un AVC vers la fin de sa vie. Il était donc devenu un légume, ce qui me rend donc végétarien. » C'est QFD. Irréprochable. Voilà. Mais on sent que le véganisme, c'est quand même un truc qui vous préoccupe. Hein. Il y a plusieurs dessins. Il y a sur la première page le chat qui dit « Arrêtez de manger de la viande, ne se pas en un jour. Pour faire passer l'envie, je me colle sur l'épaule un patch en salami. » Voilà, ça aide. Comme on fait pour arrêter le tabac. Voilà. Mais oui, mais je me dis qu'en fait, tout ce qui est extrême m'intéresse évidemment comme humoriste. Extrême dans la religion, dans la politique, dans les positions radicales qu'on peut avoir sur il faut plus jamais monter dans une voiture, il faut plus jamais manger un gramme de viande, etc. Et qu'est-ce qu'on fait Que fait le vegan qui roule à vélo la bouche ouverte et qui avale une mouche? Il mange de la viande malgré lui. Et vous dites en parlant des cyclistes qu'il vaut mieux écraser un cycliste Deliveroo parce que comme ça au moins il y a à manger une fois qu'on l'a écrasé. À choisir entre l'un ou l'autre. Ça c'est vraiment de l'humour noir. Il y a des aspects comme ça. Vous dites également dans un des dessins le chat Dieu en a tellement marre qu'il songe à devenir athée. J'ai trouvé ça très joli. Ouais, parce qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir si Dieu avait une religion. De quelle religion est-il? Est-ce qu'il croit en lui-même? Moi, je crois qu'après la catastrophe qu'il a générée, il y a très très longtemps, en créant le monde et en créant les hommes, il doit pas être fier de lui. Et je pense qu'il doit songer soit à démissionner, soit à se faire athée. Comment vous dessinez? Comment ça se passe? C'est quotidien? Vous mettez à votre table et les idées viennent. Ça infuse comme le thé vert. Il est délicieux d'ailleurs. Voilà. Mais comment vous travaillez? Tous les jours. Je travaille beaucoup, sauf le dimanche et pendant les vacances, période pendant lesquelles je me consacre aux autres, à ma famille, à ceux que j'aime, à mes amis, à mes petits-enfants. Et je travaille tous les jours. Actuellement, je divise mon temps de travail en 3 parties. Un tiers dessin, un tiers peinture, un tiers sculpture.
Et je passe de l'un à l'autre. Une activité me repose de l'autre, mais je suis continuellement, non pas en recherche, mais continuellement en ouverture d'esprit pour que les idées me traversent. Je ne dois pas trop me forcer. Vous notez sur un petit calepin les idées quand elles viennent. Comment ça se passe? C'était un calepin classique, un petit carnet de papier. Et puis maintenant, c'est le carnet de notes de l'iPhone. C'est très pratique. Ou bien si je suis au volant, c'est un petit dictaphone, etc. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous quelques minutes encore, Philippe Gueluc. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, dans un instant, je recevrai le docteur Jean-Michel Cohen pour parler alimentation. Mais le chat, il en parle aussi de l'alimentation. On l'a dit, il en parle beaucoup. Est-ce que vous avez, vous, changé quelque chose dans votre manière de travailler? Je vous posais la question sur aujourd'hui, avec justement cette ère du politiquement correct. En tout cas, ça se voit pas dans cet album-là. Donc, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que... Non. Je me dois, dans ce métier, de rester politiquement incorrect. En revanche, dans ma vie, j'essaie d'être absolument correct. J'ai diminué la viande, je mange bio, j'essaye de privilégier les circuits courts, je consomme plus de plastique, etc., etc. Parce que je dis, je peux pas, moi, porter un discours et puis faire le contraire quand je suis rentré chez moi. L'histoire de la dernière planche improvisée dans le taxi, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Oui. Attendez, donc je dis... Voilà. C'est dessiné comme ça, en tout cas. C'est dessiné, mais alors je trouve que c'est pas mal fichu parce qu'il passait ce salaud de temps en temps sur des routes pavées où ça tremblait, donc j'ai vraiment dessiné une planche. Voilà, non, c'était lors d'une émission en Belgique qui s'appelle Hep Taxi et qui est d'ailleurs vachement bien. Et pendant l'interview... Oui, il y a des émissions bien à la télé. Mais oui, non, mais il y en a plein. Et il me dit, est-ce que vous pourriez faire un dessin pendant qu'on fait l'émission? Alors déjà, on vous interviewe, vous regardez si le type brûle pas les feux rouges, et en plus, vous devez vous concentrer. Et donc, du coup, pendant toute la conversation, j'ai créé cette planche, et à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et j'ai proposé de la mettre en vente au profit d'une association humanitaire. Et on l'a fait, et elle a rapporté des milliers d'euros. Et donc, c'est fabuleux qu'un voyage en taxi puisse générer quelque chose comme ça. Est-ce que vous signez des nappes pour payer le restaurant, comme Picasso? Alors, je signe des nappes et ça paye parfois le café. C'est vrai. Mais hélas, pas encore le restaurant ou le repas. Mais oui, je le fais, bien sûr. Est-ce que vous voulez que le chat vous survive ou pas, comme Goscinny et autres? Vous vous êtes posé la question, est-ce que des gens vont dessiner le chat à votre place? Alors, j'ai demandé à ma famille, à mon notaire et à tout le monde non. Je demande qu'on ne continue pas à dessiner le chat après moi. En revanche, on pourra faire tout ce qu'on veut avec lui pour s'amuser. On pourra faire des dessins animés, on pourra faire des pastiches, des machins, des trucs. Mais pas le chat lui-même. Et je prends comme exemple celui de quelqu'un que j'admire par-dessus tout, Brassens, par exemple. Est-ce qu'on aurait poser la question à Georges Brassens en disant, après votre décès, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra continuer à écrire des chansons de Brassens? Ben non, évidemment. C'est tellement personnel, c'est tellement moi, qu'il faudra que les autres, les suivants, trouvent leur truc. Moi, ça me gêne, enfin, je trouve que c'est une bonne question de Gilles, parce que ça me gêne sur Lucky Luke ou Astérix, que j'ai tellement aimé, et dans lesquels je retrouve absolument pas ce que j'ai aimé, et ce que j'ai aimé chez ces dessinateurs. Le chat, il est né comment? Peut-être nous le rappeler rapidement. Alors, il est né en 1983 à la demande du journal Le Soir de Bruxelles, qui tirait à l'époque à 350 000 exemplaires, qui a demandé à 4 dessinateurs d'inventer un personnage. Et j'étais un des 4. Le journaliste qui m'a demandé ça m'a appelé la veille en disant on n'a pas encore tes dessins, c'est demain qu'on prend la décision. À 10h30 du soir, j'ai gratté sur ma table à dîner le chat, je lui ai fait dire des bêtises, j'ai montré ça à ma femme, ça l'a fait rire, je présentais ça au journal et c'est lui qui a été choisi. On parle 30 secondes, Valérie, du chat qui déambule, c'est de avril à mi-juin. Il va avoir des statues sur les Champs-Élysées du chat, c'est ça? Oui, mais ça c'est un petit projet que je mène pour le moment. Je suis en train de produire, effectivement, je sculpte depuis 25 ans. Et là, je sortais chaque année un bronze de 50-60 cm de haut, mettant en scène le chat dans une scène rigolote ou poétique ou surréaliste. Et là, je me suis dit, je vais les agrandir et proposer à des villes d'accueillir l'exposition dans l'espace urbain. Je suis allé voir Anne Hidalgo, qui a trouvé le projet fabuleux. Ça a été voté au Conseil de Paris, et donc à partir du 9 avril, on va avoir le chat qui va déambuler dans Paris, et puis il va y avoir un musée du chat et du dessin d'humour. Oui. Ça aussi, c'est un projet... Alors ça, c'est pour 2023, vous voyez. Je mène 2-3 trucs comme ça de front, mais c'est bien. De 3 petits trucs pour m'occuper. Et le musée du chat et du dessin d'humour, ça c'est pour 2023. Ce sera un musée ouvert à tous les grands dessinateurs humoristes, à qui je consacrerai des
des expositions temporaires d'hommage. Et puis, ça sera sur le chat aussi, dans la culture humaine, depuis l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours. Et puis, évidemment, mon travail, il sera présenté sous toutes ses formes. Et il sera où, ce musée ? Il sera, si vous connaissez un peu Bruxelles, en face du Palais Royal et du parc du même nom, à côté de la Place Royale, à 200 mètres du musée Magritte, à côté des Beaux-Arts et des musées royaux, donc pile dans le quartier des musées. Incroyable. Et pourquoi ça dure ? C'est parce qu'il faut abattre un bâtiment pourri, en reconstruire un moderne et installer le musée là-dedans. Et à Bruxelles, les travaux prennent parfois un peu de temps. Il n'y a pas qu'à Bruxelles. Hein. Vous avez toujours voulu être dessinateur ? Vous avez toujours dessiné ? Oui. Ou c'est arrivé un petit peu par hasard ? Ah non, j'ai toujours dès que... Alors j'ai retrouvé des dessins d'enfance que mes parents avaient gardés, mais j'ai dessiné très jeune, je crois vers l'âge de 8-9 ans, mes premiers dessins humoristiques. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais faire rire les autres de cette façon-là, je me suis dit, mais ça c'est le truc, pouvoir continuer à faire des conneries et peut-être un jour gagner ma vie de cette manière, ça va être fabuleux. Vous êtes lassé de la radio et de la télé, on vous voit plus ? Vous avez passé cette période ? Lassé, non, j'adore en faire, peu la regarder, mais beaucoup l'écouter, la radio, mais j'avais besoin de retrouver du temps pour mon travail artistique, et je trouve parfois la télé et la radio un peu éphémère. Je vous dis passionnant mais éphémère, et donc j'avais plus le temps de tout faire en même temps, et donc j'ai dû faire un choix. Voilà, dessiné, et c'est pour notre plus grand plaisir, la Rumba du chat, donc ça paraît chez Casterman, enfin c'est paru d'ailleurs, c'est idéal, cadeau de Noël, vous pouvez y aller, parce que c'est franchement, c'est que du bonheur, comme on dit à la télé. Hein. Voilà, moi je dis, ça peut pas être mal pris. Ça peut pas il y a des petits trucs qui vont peut-être faire grincer quelques dents, mais bon. C'est bien. Mais c'est bien, ça fait réfléchir. Il y a de tout, je vous dis, moi je trouve que il y a de l'humour noir, il y a de l'humour tendre, il y a de l'absurde, il y a de la tendresse. Enfin, il y a vraiment de tout. Le chat, on est content de le retrouver. Et on vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Et on ira sur les Champs-Élysées au mois d'avril, enfin si on arrive à y accéder, pour voir le chat sur les Champs-Élysées. Voilà. Merci beaucoup Philippe Geluck. Dans un instant, c'est Jean-Michel Cohen qui sera avec nous, un autre genre de chat.